Prochaine, mesdames, messieurs. Et tout d'abord, cette information, coup d'envoi ce jeudi 14 juillet 2022 de la première édition du test national de sélection et orientation scolaire professionnelle. Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a lancé ses épreuves à Lubumbashi en présence du gouverneur Jacques Kiabula. Reportage de Serge Kabongo. Pour cette première édition du test national des sélections et orientation scolaire et professionnelle, c'est le lycée Twindele, dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, et qui a été choisi pour le coup d'envoi ce jeudi 14 juillet. Tony Mwaba Kazadi a personnellement fait le déplacement de la ville qu'il préfère pour le lancement de ces épreuves en présence du gouverneur Jacques Kabula Katui. 2 jours auront suffi pour les élèves de la 8e année d'affronter ces épreuves. Ces tests où sont attendus 1 330 286 candidats, dont 601 568 filles et 728 718 garçons, va se dérouler dans 5056 centres pour l'ensemble du pays. Le TENASOSP permettra au pays de sanctionner le cycle terminal de l'enseignement de base, de dégager le profil psychologique de chaque élève qui va y participer, d'orienter ces derniers selon ses aptitudes et de gérer ainsi le flux des élèves à la sortie de la 8e année de l'éducation de base. Le ministre a donc à cet effet invité les participants à plus de concentration. Inutile donc, a dit Tony Mwaba, de tenter de lorgner sur la copie de votre voisin ou de solliciter son secours, étant donné, poursuit-il, que c'est chacun de vous, dans ce qu'il est et dans ce qu'il a de spécifique, que la République voudrait aider à embrasser une filière des humanités au cycle court professionnel ou en adéquation avec ses aptitudes et ses aspirations. Après le go du test, pas de répit pour le ministre qui a présidé ce même jeudi 14 juillet la cérémonie des états de lieu du sous-secteur dans l'espace Grand Katanga démembré. Ici, l'idée est de recenser les différentes réalisations et difficultés du sous-secteur dans chaque province éducationnelle afin d'apporter des solutions éventuelles. Pendant les 10 travaux, il s'est dégagé un bilan très positif de ce qu'a été la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire. Et puis à la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'heure est à la concertation avec le parti politique. Ce jeudi 14 juillet 2022, le deuxième vice-président de cette institution d'appui à la démocratie, Didi Manara, a échangé avec la délégation de la dynamique progressiste révolutionnaire conduite par son président national, Maître Constant Mutamba, sur l'évolution du processus électoral en cours. Nadine Chochigombo pour plus de détails. Il était question au cours de ces échanges entre le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, assisté du rapporteur adjoint Paul Moindo et la délégation de la dynamique progressiste révolutionnaire de passer en revue le processus électoral en cours, à savoir la phase de la cartographie opérationnelle qui est presque à terme. Ainsi, le président de DIPRO, Maître Constant Mutamba, a rassuré les bureaux de la CENI son accompagnement pour l'atterrissage en douceur du processus électoral. Les membres du bureau de la CENI nous ont reçus en tant que plateforme de l'opposition républicaine pour nous faire part de l'évolution du processus électoral. À ce sujet, ils nous ont laissé entendre ils nous ont parlé de 3 étapes qui caractérisent fondamentalement le processus électoral, à savoir la cartographie opérationnelle, la révision du fichier électoral, ainsi que les élections proprement dites. Ils nous ont rassuré que la première phase, celle de la cartographie opérationnelle, arrivait déjà à terme et que s'agissant de la seconde phase,
elle va bientôt être lancée. Et les membres du bureau nous ont également parlé du cadre de concertation qui sera lancé ce samedi au Palais du Peuple. Ce cadre qui va rassembler et réunir toutes les parties prenantes au processus électoral. L'opposition républicaine y est également conviée. Et enfin, ils nous ont rassurés de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. En réaction, nous avons formulé nos observations, rassurés de notre accompagnement, en tout cas pour l'atterrissage en douceur du processus électoral dans le délai constitutionnel. Quittons la ville de Kinshasa à présent pour nous rendre dans la ville de Béni au Nord Kivu où 7 corps sans vie ont été retrouvés la nuit de mercredi dans certaines localités de la ville de Béni au Nord Kivu après l'attaque de présumés rebelles de Zadef Nalou la nuit de mardi qui a fait 5 morts. Cependant, la société civile locale qui s'insurge contre cette énième attaque décrète 2 jours de deuil en mémoire de victimes. Suivez notre correspondant sur place à Béni, Gina Ivoga. Ils ont été mis à terre finalement ce mercredi 13 juillet 2022 et sont 2 victimes du massacre qui s'est perpétré ce même mercredi, alors la nuit, en ville de Béni, à commune de Biou, quartier Païda, à côté juste, à quelques mètres alors du cas d'état-major général de l'opération Sokola 1. Ils ont été au total, bien sûr, 7 corps qui ont été retrouvés s'assouffler décapités par l'ennemi d'IF Nalou qui monte en puissance en ce dernier temps en territoire comme en ville de Béni, à massacrant, en tuant par balle et aussi en échantillonnant les biens et autres de valeur de la population congolaise de la région de Béni. Il faut rappeler que c'était aux alentours de 18h que le rumeur faisant un temps d'une probable présence de l'EDF dans cette contrée était vraiment en circulation mais bafouée par les autorités compétentes vers 20h, 21h. Ça a été réalité. On a massacré les gens. Faut le dire que d'autres civils ont été emportés, d'autres aussi blessés, plusieurs biens de valeur emportés. Ceci a vraiment surchauffé l'esprit de la jeunesse, la population de cette commune, de cette contrée, même du quartier Rwangoma. Et cette jeunesse, ou alors la population a été retardément maîtrisée par le service de sécurité vers la soirée. Ceux-ci ont donné mise à garde en certaines autorités politico-militaires administratives pour la léthargie qu'elles continuent à afficher dans l'intervention. Les masques tombent donc dans cette situation d'insécurité à l'est du pays. La MONUSCO avoue son incapacité de lutter contre le M23 qui, selon l'ONU, dispose des armes sophistiquées comme une armée classique. Des missions de l'ONU, Kinshasa est donc appelée à tirer toutes les conséquences. Serge Kabongo pour le reportage. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait et personne ne veut l'admettre. De Paris à Washington, en passant par New York et Bruxelles, la nébuleuse M23 dispose des armes sophistiquées, classiques, un peu comme une armée conventionnelle. Kinshasa l'a plusieurs fois dit et soutenu par les mécanismes conjoints de vérification qui détient les éléments probants en termes de preuves. L'ONU, qui a plusieurs fois joué les jeux de l'agresseur du Congo, vient à ces jours piqué par quelle mouche de l'avouer. Sa mission, vieille de plus de 20 ans au Congo, elle vient de confirmer en des termes un peu plus clairs. Son porte-parole, Mathias Giralmi, avoue sur RFI l'incapacité de la MONUSCO et de l'ensemble de la communauté internationale.
La MONUSCO, dit-il, ne dispose pas des moyens suffisants pour lutter contre cette invasion, moins encore contre les autres groupes armés comme les ADF. Aujourd'hui, l'ONU admet donc que les Congo et la MONUSCO font face non pas à un simple groupe armé. M23 se comporte beaucoup plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Ce qui veut dire qu'ils ont effectivement des équipements qui sont extrêmement sophistiqués et que nous, de notre côté, en tant que mission de maintien de la paix, nous sommes équipés à la fois en termes de taille d'hommes, de contingents et d'équipements pour lutter contre des groupes armés et des milices. Pas des armées conventionnelles qui ont des moyens, des équipements de nuit, pour parler de manière simple. L'inquiétude que nous avons, c'est que si cette situation du M23 perdure, ça a aussi le potentiel de créer un vide sécuritaire sur d'autres régions. La logique voudrait assez qu'à partir de ces révélations, l'ONU puisse véritablement enquêter sur l'origine, les modes de ravitaillement des M23 pour des sanctions éventuelles. Un peu curieux pour la première force de l'ONU dans le monde d'avouer son incapacité face à une rébellion. La question est simple alors. Quelle est la vraie raison d'être de cette mission onusienne sur le sol congolais? Elle qui non seulement est dotée du chapitre 7, mais aussi de la brigade intégrée. Avec des chèques, des missions de l'ONU, autant de questions. Si l'ONU ne sait pas faire face à une rébellion, autrement dit, aucune puissance nationale, régionale ou continentale ne saura traquer les M23. Ici, c'est le Conseil de sécurité qui est pointé du doigt, les pays contributeurs y compris. Le double G de l'ONU est connu au grand jour dans cette agression contre le Congo. Devant de telles affirmations de l'ONU, Kinshasa devrait inviter le Conseil de sécurité à tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour notamment savoir d'où viennent les armes qu'utilisent ces terroristes du M23. Maintenant, c'est clair, il faut oublier donc la MONUSCO dans cette lutte pour la pacification de l'Est et se concentrer sur soi-même. On parle santé à présent. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumba, a reçu ce jeudi 14 juillet 2022 en son cabinet de travail une délégation composée des membres du réseau africain d'épidémiologie AFENEC. Au centre des échanges, la construction d'un grand bureau régional de ces réseaux africains en République démocratique du Congo. Reportage. Cette rencontre avec le numéro 1 de la santé en République démocratique du Congo intervient 24 heures après l'inauguration à Kinshasa du bureau régional de ces réseaux situés dans la commune de la Gombe. Le ministre Jean-Jacques Mbungani a pour sa part salué l'initiative et félicité les réseaux pour avoir formé les épidémiologistes congolais. Aussi a-t-il promis son implication personnelle pour trouver un terrain devant leur permettre de construire un grand bureau régional pour pouvoir coordonner les activités d'ANAFET au niveau de la République démocratique du Congo, et ceci dans le souci d'arriver à avoir un épidémiologiste dans chaque zone de santé. AFENET, c'est un réseau des programmes qui forment les gens en épidémiologie de terrain. On travaille avec le ministère de la Santé. Pour le moment, on travaille dans 31 pays d'Afrique. On assiste le ministère de la Santé à créer une capacité permanente pour pouvoir répondre effectivement aux épidémies qui attaquent nos pays. On a eu l'entrevue avec le ministre. Hier, on a fait l'inauguration du bureau régional de la FENET au pays. RDC, ça s'est fait hier. Aujourd'hui, le ministre nous appuie pour trouver un terrain où on peut construire un grand bureau régional pour pouvoir coordonner les activités qui se passent dans d'autres pays autour de la République démocratique. Une vive tension a été observée ce jeudi 14 juillet 2022 dans le centre-ville de Bukavu, au sud Kivu, à la suite d'un accident de circulation où une moto a
a été percuté par un gros camion. Bilan 3 morts, dont une femme enceinte, ainsi que 2 blessés. Gisèle Olive et Toko pour la suite. C'est sur le tronçon feu rouge à côté de l'hôtel-résidence que s'est produit ce drame en plein centre-ville de Bukavu. En effet, un gros camion en panne de système de freinage transportant des déchets dans la commune d'Ibanda a percuté en son passage une moto. Bilan, 3 morts, dont une femme enceinte sur place et 2 personnes graves. Situation qui a occasionné une vive tension dans le centre-ville de Bukavu. Les motocyclistes ont manifesté leur colère. Ils évoquent les responsabilités du maire de la ville qui serait à la base d'accidents suite à la non-réglementation des circulations routières. Ces montards indignés ont décidé d'acheminer les 3 corps de victimes devant la mairie située à presque 500 mètres du lieu de l'accident. Il a fallu l'intervention de la police avec des tirs de sommation des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui ont rétorqué par des jets de pierre. Quelques minutes ont suffi pour rétablir l'ordre. Ce drame intervient, il faut le dire, quelques jours seulement après un autre accident qui a coûté la vie à 9 personnes, dont 8 écoliers et leurs chauffeurs. Des cas d'accidents sont devenus récurrents dans la ville de Bukavu. Bagarre ya bapolisier na bamota. Et puis sachez également, le questeur de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Papi Epiana, a échangé le mercredi 13 juillet 2022 avec le jeune de la commune de Maluku dans la lutte contre les Kuluna, face à la recrudescence de ces phénomènes dans ce coin de la capitale. Ainsi, pour ces faire, il invite ces jeunes à s'inscrire gratuitement dans son centre de formation pour apprendre le métier afin d'être utile dans la société. Maxime Makabou. Face à la recrudescence du phénomène Kuluna dans la commune de Maluku, Papi Epiana, questeur de l'organe délibérant de Kinshasa, a profité de ces jours des vacances parlementaires pour sensibiliser les jeunes et vieux de ce coin de la capitale dans la lutte contre le Kuluna, c'est en prêchant la paix pour le développement de cette municipalité. Cet élu de la commune de Maluku exhorte par ailleurs les jeunes à apprendre le métier pour être utiles dans la société et pour ce faire, Papi Epiana invite ces jeunes à s'inscrire dans son centre de formation pour apprendre gratuitement, entre autres, la mécanique, l'électricité, l'auto-école et la coupe et couture. C'est là dans les soucis de donner une autre image de la commune de Maluku, un pas pour son développement. En tant qu'élu de cette juridiction, j'ai été saisi par les différentes couches sociales de la population, comme quoi, sur le net temps, il y a des jeunes dans les différents quartiers qui sont en train de manifester des faux mouvements tendant à déstabiliser les mamans qui vendent dans les rues, ainsi de suite, par-ci par-là. Et j'avais jugé bon, dans le cadre de ma vacance parlementaire, de venir sur place à Maluku, de m'enquérir de la situation. Après avoir arrivé, je crois que par ma note que j'ai saisi le bourgmestre ainsi que les autorités, j'avais invité les différentes couches sociales de la population à travers les différents quartiers pour échanger avec eux, de savoir plus qu'est-ce qu'il y a comme problème. Et après avoir écouté les différentes couches sociales de la population, je crois que les mesures qu'on a prises ensemble, j'ai demandé au service de l'État de nous aider à identifier les meneurs dans leurs coins respectifs afin que l'ordre soit rétabli. Parce que dans son temps, moi j'étais bourgmestre de cette juridiction, j'avais jugé la commune de Maluku, il n'y avait pas ces bêtises. Je demandé à ces jeunes Kuluna de ne pas se comporter de la sorte parce qu'au risque de tenir les mauvaises images de la commune de Maluku, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement de la République vient de mettre en place le mécanisme auquel bientôt on va installer l'usine de Pepsi à Maluku.
C'est plutôt, j'ai essayé un peu de les recommander en tant aussi promoteur, tant que promoteur de cette juridiction, j'ai sacrifié mon école. On va recruter les jeunes garçons, les notables du coin, pour qu'ils puissent participer aux différentes formations, afin de leur permettre de plus avoir un document auquel ils peuvent se présenter dans des sociétés qui sont en train d'implanter ici dans le cadre de la zone économique spéciale. Papi Epiana fait donc du bien-être social et du développement de la commune de Maluku sa préoccupation en majeur. Et puis poursuite, ce jeudi 14 juillet 2022 à la Cour de cassation de l'audience sur le détournement de fonds alloués au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Toutes les parties prévenues ont comparé dont l'ex-premier ministre Matata Ponyo, son ministre délégué aux finances au moment de fait, Patrice Kitebi, et l'homme d'affaires sud-africain Glober Christo, chargé de l'exécution du marché. Les avocats du sénateur Matata Ponyo ont soulevé l'incompétence de la juridiction. L'affaire a été renvoyée au 21 juillet prochain. Rappelons que Matata Ponyo et ses co-accusés sont poursuivis pour détournement de fonds destinés au projet du parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Sit-in, ce jeudi 14 juillet 2022, des anciens agents de 5 entreprises du portefeuille, à savoir SCTP, BCA, BCCE et NBK. Ils ont manifesté devant le bâtiment administratif du ministère de Finances pour réclamer leurs décomptes finaux. Gisèle Olivier-Toko. C'est pour réclamer le paiement de leurs décomptes finaux que ces anciens travailleurs de 5 entreprises du portefeuille, à savoir GCAMIN, SCPT, BCA, BCCE, NBK, ont manifesté devant le bâtiment administratif du ministère de Finances. C'est quoi, papa? Les décomptes finaux, on les paye dans 48 heures. Quand vous vous séparez avec votre employeur, les décomptes, on les paye dans 48 heures. Nous, avec l'État a accepté de nous payer. Nous avons signé un protocole d'accord d'où il faut que l'État nous paye chaque mois. Ce sont des miettes, papa. Chaque mois. Mais alors, le ministère actuel ne respecte pas les engagements signés avec nos délégués. Voilà le problème. Nous venons de temps en temps ici pour qu'on nous paye. Il faut venir quémailler ici. Alors que c'est un problème. Ils ont logé ça dans le compte salaire. Quand on paye tout le monde comme salaire, il faut qu'on nous paye aussi. Les 28 mois derrière. Voici mon âge. J'ai travaillé. J'ai perdu des biens. Mais nous devons faire ces 48 heures. Nous avons accepté qu'on nous donne les miettes. Si l'accord, les ministres, il est le mien. Il est le mien. Et je suis président. Il doit respecter les accords. Si le président lui a mis là-bas, lui a donné la confiance d'aider le peuple d'abord. Quelqu'un avait parlé. Les ministres doivent aider la population, le peuple d'abord. Le peuple, ce n'est pas seulement lui. Le peuple, c'est tout le monde. Qui sont des IDPS, qui sont des PPRD, qui sont des quel parti. Le peuple d'abord. Les fractures travaillent pour le peuple d'abord. Mais lui, le ministre est en train de faire le mal. On est en train de gérer le gouvernement à cause de lui. Le gouvernement est appelé à servir ses responsables des familles qui ne savent plus comment nouer le 2 bouts du mois. Et puis ces communiqués de l'UNPC avant de nous séparer. Faisons suite au communiqué de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, du 3 janvier 2022 portant mesures conservatoires de la non-suspension de la délivrance de la carte d'identification professionnelle du journaliste et assimilé
carte de presse, le bureau exécutif de l'UNPC informe tous les membres sociétaires de l'Union, l'opinion nationale et internationale qu'il réitère cette décision. De ces faits, la délivrance de la carte de presse ne pourra avoir lieu qu'après l'issue du congrès extraordinaire en cours de préparation et après la réunion du comité exécutif, plutôt du comité directeur, conformément à l'article 22 de statut particulier de la commission de la carte d'identification professionnelle qui dispose la forme, le contour et les mentions à porter sur la carte sont décidées par les comités directeurs de l'UNPC. Le président de l'UNPC ne signera aucune carte avant la tenue du dit congrès. Par conséquent, toute carte délivrée en marge de recommandation des États généraux de la communication et médias est nulle et expose les faussaires aux poursuites judiciaires. Tout paiement ne fera par voie bancaire. Ces présents communiqué est signé par Gabi Kuba, président national de l'UNPC. Mesdames, Messieurs, c'est par ces communiqués que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.